Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, je suis super heureux de vous retrouver dans La Traversée et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Sophie Peters avec nous. Sophie, comment vas-tu déjà ? Bonjour Hervé, je vais bien, je suis très heureuse d'être là avec toi et d'entamer une traversée donc. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ou quelques phrases sur toi ? Comment tu as envie de te présenter ? C'est toujours une question extrêmement difficile parce que ça touche à quelle identité, comment on se voit, comment on pense que les autres nous voient. C'est une question difficile finalement de se présenter. J'ai envie de me présenter par mon métier parce que je l'aime et que c'est un peu comme une mission, comme un lieu que j'habite tous les jours. Donc je suis psychanalyste, coach, disons que je guide et j'accompagne les gens dans leur traversée de vie. Je dis parfois aussi que je suis écoutologue parce que mon métier c'est l'écoute et j'aime particulièrement écouter aussi de l'intérieur et être attentive en fait parce que l'écoute c'est une attention à l'autre, donc c'est être là et habiter un lieu ensemble. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui ensemble, s'écouter. Alors, quand tu dis écoutologue, pour moi, tu sais, tout de suite, ça évoque des séances qu'on faisait, enfin, on fait toujours un peu avec ma femme, où ça s'appelle écoute ton cœur. C'est une technique qui vient de Don Miguel Ruiz. Et en fait, c'est assez bluffant d'écouter le cœur des gens que tu connais bien. Donc d'écouter les battements. Tu mets ta tête sur le cœur, voilà, tu demandes à la personne est-ce que tu m'autorises et tu mets ton oreille droite ou gauche sur la poitrine de la personne, si elle accepte évidemment. Et en fait, rien que d'écouter, et tu t'aperçois que donc chacun évidemment a sa signature, hein, okay, donc c'est déjà étonnant, mais ça crée quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation inconditionnelle, quelque chose comme ça, tu vois. Et quand tu le fais avec des gens où a priori tu n'as pas par exemple nous on l'a fait en famille avec tu vois Noël on faisait ça régulièrement et donc y compris avec des gens avec qui tu es moins proche, tu vois dans ta famille tu as des gens que tu vois régulièrement puis des gens que tu vois moins et ça crée quelque chose dans la soirée très différente et puis je l'ai fait après en entreprise et ça amène autre chose donc voilà ça me fait écho quand tu m'as dit écouter de l'intérieur, tout de suite il y a quelque chose de l'écoute du cœur qui m'a fait écho. Et de l'attention, en fait, c'est ce que tu dis là, d'accueillir en soi un espace dans lequel l'autre peut se poser. C'est ça. Oser accueillir. Et si tu nous parles de ce qui t'a amené peut-être à faire ce métier, ou qu'est-ce qui fait que tu me dis ça me définit parce que c'est une passion, tu vois, si tu arrives un peu plus à mettre des mots là. Oui, comment on arrive là ? On arrive toujours là avec une histoire un peu particulière de difficultés dans l'existence, où ça peut commencer enfant, à l'adolescence. Le sentiment, je me souviens du film de Luigi Comencini qui s'appelait L'Incompris, je crois, dans les années 80. Et j'étais ado et ça m'avait beaucoup marqué. Je me sentais très incomprise dans ma famille. Et j'ai envie de faire psycho après le bac. Et à l'époque, on me disait, mais ça sert à rien, t'as pas de métier avec ça, tu vas pas gagner ta vie. Et on m'en avait détourné, en fait. Et pourtant, j'étais passionnée déjà par la psychologie humaine. Je me souviens aussi que mon rêve, c'était de lire dans les pensées des gens. Je me disais, comment on fait ? Génial. Et donc, l'autre m'intriguait toujours. J'avais envie de comprendre comment les autres étaient, comment ça marchait à l'intérieur. Peut-être aussi parce que moi-même, je me sentais étrangère à moi-même également. Donc, j'étais très intriguée par l'humain.
Et puis, j'ai pris un autre chemin. J'avais un autre chemin aussi que j'avais débuté, qui était le théâtre. D'ailleurs, c'est amusant, la comédie humaine, en fait, les masques. Et puis, en fait, j'ai finalement atterri dans le journalisme, qui était un trait qui m'allait bien également, parce que c'était la curiosité, que j'étais une éternelle étudiante, que je découvrais les gens. Et c'était une autre façon d'écouter. Donc, j'ai été pendant quasiment 20 ans journaliste en presse écrite. Et j'écoutais, là encore, et je partageais, je transmettais cette parole qu'on m'avait donnée, et j'aimais aussi énormément ce métier. Et en parallèle, en fait, j'ai croisé le chemin d'abord du coaching. Et puis, chemin faisant, voilà, je me suis formée au coaching, et puis je trouvais que c'était pas assez. Donc, j'ai continué au métier de journaliste et je me suis formée à la thérapie, d'abord par l'analyse transactionnelle, et puis après, j'enchaînais la psychanalyse, l'analyse jungienne, la thérapie systémique, et j'ai croisé la route de la radio. Et la radio, j'ai croisé 2 routes qui m'ont permis d'allier la psychologie humaine, la psychothérapie et mon métier d'origine. C'est d'abord la radio qui m'a proposé, Europe 1, qui m'a proposé de remplacer au départ pendant ses vacances Caroline Dublanche dans la libre antenne le soir. C'était la nuit. Et ça, c'était en 2008, l'été 2008, ma première libre antenne, et j'avais jamais fait de radio avant, et j'avais l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Donc c'était très étrange, je me sentais au bon endroit, et ça s'est plutôt bien passé, et ils m'ont demandé de continuer. Mais à l'époque, j'étais salariée d'un grand journal qui m'avait demandé de le faire sous pseudo, parce que ça se faisait pas quand même d'être psy à la radio quand on était journaliste économique dans un grand quotidien parisien national, dont je tairais le nom. Donc on m'avait demandé de changer mon nom, et puis je suis réapparue 2 étés plus tard avec mon vrai nom. Et en fait, ça, c'est grâce à un autre de mes mentors, et j'ai envie de le citer parce que je l'aimais énormément et qu'il est décédé comme Molière à son bureau. C'était Eric Israelevich, il est décédé en tant que patron du Monde à son bureau. Et lui, à l'époque, on s'est connus aux Échos, il m'a emmenée avec lui à la tribune, et il m'a dit « Je connais ta double vie et je voudrais que tu apparaisses dans la lumière avec ta compétence de psy, et que je t'ai laissé une place dans la nouvelle édition du journal dans lequel je t'emmène avec moi, et tu vas écrire une chronique sur la vie au travail, le bien-être au travail. » À l'époque, c'était le début de la QVT, de la qualité de vie au travail. Et voilà, je t'attends à cet endroit-là. Alors, j'étais assez impressionnée. Et je me suis dit, mais en fait, au début, j'ai eu un peu de mal, mais voilà, avec le recul, quel beau cadeau il m'a fait. Parce que je voyais pas comment j'allais tricoter ces 2 parties de ma vie, en fait. Et lui, elle les a assemblées. Il y a eu 2 assemblages. Il y a eu la radio, qui est un média quand même. Et puis, il y a eu la presse écrite, qui m'a mis dans la position d'experte et de psy. Et ça a continué après en tant qu'éditorialiste. Voilà, j'ai continué mon parcours. Et puis après, à un moment donné, j'ai quitté la presse écrite, et puis j'ai monté mon cabinet, et j'ai commencé à intervenir en entreprise parce que je connais très très bien le monde de l'entreprise via la presse économique. Et j'ai longtemps suivi les ressources humaines. Et j'aime aussi beaucoup ce monde-là, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire pour l'ouverture des âmes dans le monde de l'entreprise. Vraiment, je dis les âmes parce qu'il y a des telles souffrances. J'interviens sur des problématiques de burn-out, d'harcèlement moral ou sexuel, enfin des problématiques lourdes dans l'entreprise, tout ce qui est risques psychosociaux. Et je suis frappée de voir année après année toute cette souffrance due évidemment, alors on sait, la performance, la mécanisation, la technologie, enfin tous ces êtres loin d'eux. J'en ai aussi beaucoup en cabinet, en individuel. Et voilà, il y a beaucoup de souffrance dans le monde d'aujourd'hui, donc j'ai le sentiment d'être à ma place. En fait, le signe le plus extraordinaire dans ce parcours, c'est que j'ai réalisé ça il y a quelques années. Je me suis dit, mais à chaque fois que je me lève le matin pour aller, entre guillemets, travailler, je me pose jamais la question de savoir si j'ai envie ou pas. Ça me met tellement naturel et tellement évident. Alors que dans mon précédent métier, il y a des matins où j'avais vraiment pas envie d'aller et où je me demandais ce que je faisais là. Et je trouve intéressant la question dans la vie de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, au fait? Et là, je me le demande jamais ce que je fais là. Je sais que je suis là et que d'abord j'y suis bien, mais surtout que ça a du sens, en fait. Et je trouve que c'est un très bon indicateur dans nos vies quand voilà, on a... Parce que j'avais un mal-être quand même dans mon métier précédent, même si j'aimais le faire, une partie de moi sentait que j'étais pas au bon endroit.
C'était très particulier. J'ai des souvenirs en pleine conférence de presse de me dire, mais qu'est-ce que je fais là, au fait? Ça me ressemble pas, même si je sais le faire. Donc, il y a eu pendant des années une quête du bon endroit où habiter, comme quand on cherche une maison, où on se dit, est-ce que j'habiterais, je sais pas, à Paris ou à la campagne? Voilà, où est-ce qu'on a envie d'habiter? Ben, nous, en tant qu'être humain, on s'habite aussi intérieurement, et trouver le lieu de sa propre habitation, ben, c'est tout un chemin. Alors, est-ce que tu pourrais partager justement quelques éléments, quelques indicateurs, enfin, tu vois, sans rentrer dans des indicateurs techniques, mais tu vois, qu'est-ce qui t'a fait dire qu'à un moment donné, tu sais que tu es au bon endroit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu savais définitivement que tu l'étais pas? Parce que des fois, c'est par la négative qu'on arrive à se positionner, tu vois. Mais Ben, le premier élément qui me vient, c'est le fait qu'il y avait plus de doute. On dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais il y avait tout le temps un doute, il y avait tout le temps un questionnement qui revenait un peu incandescent par période. Il y a des périodes où je travaillais beaucoup, ça s'éteignait, mais il y avait à certains moments ce sentiment d'étrangeté, en fait, d'étrangeté à soi-même, d'être dans un lieu. Quelquefois, c'était très prestigieux parce que j'avais un métier où je croisais des personnalités très prestigieuses, des lieux de la République française, les ors de la République, ça pouvait être même l'Élysée, ça m'est arrivé. Et de ce sentiment très spécial de se dire, oui, pince-toi, c'est vraiment extraordinaire, quelle chance tu as d'être là, et en même temps de ne pas y être, quoi. Oui, de pas y être, de me dire oui, et alors, de pas trouver ça si génial. Et souvent, c'est ce qu'on me remet, me disait, non, t'en as de la chance, tu as fait tel voyage, tu as vu telle personne. Alors, il y avait la satisfaction intellectuelle, ça me parle beaucoup, parce que j'adore lire, et aussi de découvrir les personnes. Et puis alors, l'autre sentiment étrange, c'est que, chemin faisant dans mes formations, mais ça s'est passé comme ça, la vie est toujours extraordinaire, ça sortait de l'ordinaire, des grands patrons, des personnalités commençaient à me parler d'eux. Mais se livrer à moi au cours d'un déjeuner qui était censé être une interview, en fait, et commençaient à me parler d'eux, c'était même limite gênant, parce que tout d'un coup, ils se levaient, ils disaient, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai trop dit. Je disais, non, mais il n'y a pas de problème. Enfin, et en fait, moi, j'écoutais, j'étais déjà écoutologue, et j'adorais ça. Et en fait, je revenais avec plein d'infos dont évidemment je n'en faisais rien, c'était pas le lieu et je n'avais pas du tout envie de trahir leur confiance, mais ça crée des liens très forts et je me suis même fait des amis comme ça, des personnes que j'ai interviewées, et donc ça crée ces liens spéciaux. Et là je me suis dit, bon, il y a un truc là. Après c'était des collègues qui venaient me parler d'eux, donc je me suis dit, est-ce que c'est ma formation, est-ce que c'est moi, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et en fait je crois que c'était mon plaisir, en fait. Enfin, quand je dis un plaisir, vraiment cet appétit d'être à l'écoute de l'autre. Et sans doute que ça m'a beaucoup aidé à être à l'écoute de moi-même, parce que on est son propre outil de travail. C'est là où on ne sait pas non plus de la toute-puissance. C'est pas j'écoute les gens et alors je suis un être génial, absolument pas. C'est que c'est l'autre qui m'a permis de m'écouter. Voilà. Si on était là, c'est qu'a priori, on n'a pas écouté. Absolument. Si on s'écoute soi-même en écoutant, enfin, tu vois. Absolument. Oui, je suis assez effaré, je pourrais mettre le mot effaré, oui, à quel point on n'apprend pas à écouter. Ouais. On pense qu'écouter, c'est naturel, tu vois. Comme moi, j'enseigne beaucoup la prise de parole et je dis toujours aux gens, en fait, il faut écouter quand vous parlez. Et je suis toujours surpris à quel point les gens n'écoutent pas vraiment, ou enfin s'écoutent eux. Ils sont dans leur tête, quoi. Il y a ça, et il y a aussi quelque chose qui me frappe dans l'écoute, ce sont les malentendus. C'est un thème qui me tient, qui m'est cher. Et ça, je m'en suis rendu compte à la radio, en fait. Où souvent, je sortais de l'émission la nuit et je me disais, mais quel immense ou quel étrange malentendu. Les personnes croient ceci et en fait, c'est cela. Et donc, alors, on sait, en tant que professionnel, on peut parler des biais cognitifs, de toutes choses comme ça, mais plus profondément, c'est cette notion de fausse route, le malentendu. J'ai pris cette route-là et j'étais tellement persuadée que c'était la bonne. Et c'est très douloureux dans des vies humaines, et ça a pu évidemment m'arriver, alors on parle de traversée, de parler ça, de ces fausses routes ou de ces sentiments d'impasse dans l'existence qui font très mal et qui font d'autant plus mal quand ils ont une société de la performance, de la réussite, et donc qui sont cuisantes quelquefois, ces sentiments de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien réussi, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai donc bien entendu, et suis-je en capacité de m'écouter, d'écouter l'autre. Et même dans l'exercice de la thérapie,
Heureusement, j'ai un métier où je suis en supervision, parce que je ne suis pas en toute puissance. Et quelquefois, il m'arrive de me dire, là, non, je pense que je n'ai pas bien accompagné cette personne, ou peut-être là, elle attendait autre chose, ou là, est-ce que j'étais au bon endroit avec elle? Bien sûr, j'ai toujours cette interrogation-là. Mais moi, ça pose la question de, c'est quoi une fausse route? Ouais, c'est une très belle question. Le sentiment de fausse route, c'est qu'on a cru terriblement, désespérément à quelque chose, en pensant que c'était une bonne idée. Et dans l'expérience, dans les faits, on l'a pensé dans sa tête. On l'a même écrit, on l'a fantasmé, on l'a imaginé, on l'a créé. Et là, tu parlais tout à l'heure de la mise en pratique de l'expérience du réel. Confronté au réel, ça ne tient pas. C'est une très mauvaise idée. Et on s'en rend compte soit parce qu'on va dire quelque chose à l'autre qui va le blesser alors qu'on pensait que c'était une bonne idée, qu'on allait l'aider. Et là, on se rend compte qu'on a blessé l'autre. Donc, de fait, c'était une très mauvaise idée. Donc, il y a bien quelque chose qui nous a échappé. On va faire un choix de vie en pensant, je dis n'importe quoi, qu'on rêve d'aller vivre à la campagne. Et puis qu'on ne se connaît pas si bien que ça. Et puis, au bout d'un mois, 2 mois, on déprime. Voilà, avoir des vaches, des champs et du verre. Et on se dit, mais je peux plus déjeuner avec mes amis comme ça. Je peux aller au cinéma à côté. Je mets mon petit café en bas de la rue, mon petit journal. Et tout d'un coup, toute notre vie nous apparaît et on se dit, qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, c'était la bonne idée. Et souvent, j'ai remarqué que dans nos vies aujourd'hui, les bonnes idées sont des bonnes idées de papier. Comme on est très... De théorie. Pardon? De théorie. Oui, c'est ça. Comme on est très PowerPoint, à tout organiser, etc., on devient des génies dans nos têtes. Donc, en fait, on organise, on co-organise. Je vois des jeunes couples, c'est des champions de la co-organisation. Alors, sur le papier, c'est extraordinaire. Et le réel nous défie toujours. Il vient toujours nous mettre un petit grain de sable, nous dire, t'es sûr? C'était ça? Et quelquefois, c'est cuisant. Parce que si je reprends mon exemple de la ville-campagne, quelque chose d'extrêmement banal, mais ça peut être un métier, ça peut être... D'où l'importance, en fait, de vraiment d'entrer en soi-même pour venir se trouver, pour venir se connaître. C'est tellement essentiel. Sinon, on fait des choix en imaginant que ça va nous plaire, parce qu'on a toujours rêvé de ça. Mais on peut fantasmer des choses, et ça, Freud nous l'a très très bien expliqué, entre fantasme et réalité. On est très très fort à fantasmer, alors que ça ne nous convient pas du tout. Et quelquefois, il faut que ça reste au stade du fantasme, et pas que ça devienne réel. Parce qu'en devenant réel, c'est là où tout d'un coup, on va se retrouver coincé dans une impasse. Alors là, il y a plein de choses humaines dans nos zones d'ombre, parce qu'on est très attiré, effectivement, dans nos fantasmes, dans des zones d'ombre de l'humanité, mais elles se révèlent être des impasses. Bon, ça, en fait, c'est un autre sujet. Mais oui, il y a des moments de vie dans nos traversées qui sont des moments douloureux parce qu'on réalise... Je pense souvent à Oedipe quand il a ouvert les yeux. Et je me dis à quel point, ça m'est venu il y a quelques jours, je dis à quel point nous, on est un peu tous des Oedipes à des moments de nos vies. Et on ouvre les yeux et on a envie de se les crever. Alors, malheureusement, pas qu'on ait couché avec notre mère. Et là, c'est vrai que c'est la problématique de l'inceste, donc je dis ça en 2023, au moment où, effectivement, c'est une vraie problématique. Oui, on n'est pas obligé de tuer le père avec. Voilà. Mais si on prend Oedipe sur le sens symbolique, et c'est ça qui m'intéresse là, et dont le mythe d'Oedipe en tant que tel, dans la symbolique, c'est tout d'un coup, je vais me crever les yeux parce que ce que je vois n'est pas supportable de ce que j'ai fait de ma vie et de mon existence. Ça, je crois que c'est la problématique de la honte, et elle est très forte dans nos sociétés aujourd'hui parce qu'on est une société de la performance axée sur la réussite. Et qu'on arrive quelquefois dans des âges, la cinquantaine, la soixantaine, où tout d'un coup, on espèce de sentiment comme ça, de honte, de j'ai pas été au rendez-vous de moi-même, ou j'ai pas réussi là où j'aurais dû réussir, ou j'ai pas été aussi bien que ce que je l'imaginais, ou j'ai pas été la bonne mère, le bon père, le bon professionnel, j'ai pas gagné assez d'argent par rapport à un tel, j'ai pas été assez célèbre, etc., etc. Et la société d'aujourd'hui passe son temps à nous renvoyer ça. Et c'est extrêmement douloureux. Il faut faire attention à ce sentiment de honte et des yeux qu'on porte sur soi-même. Deux choses que tu dis là qui font beaucoup écho. Donc il y avait cette histoire de confronter au réel et en même temps d'accepter de fantasmer, mais qui sont deux temps ou deux espaces qui sont différents, qui sont peut-être pas à confronter en permanence. Je pensais tout simplement à la phrase que j'aime bien de Pierre Desproges et qui disait « Un jour j'irai vivre en théorie ». Ouais. Parce qu'en théorie, tout est possible. Et donc, tu vois, c'est l'histoire de ton voyage. En fait, je m'espérais à la campagne.
et dans la réalité. Moi, j'ai beaucoup vécu en théorie, C'est avec ça, des ouais. proches, parce que C'est tout était possible et j'adorais ça. Et la deuxième chose, c'est le sujet de la honte, qui me paraît être hyper prégnant pour les nouvelles, encore plus vrai pour les nouvelles générations que pour nous. Par ça, je veux juste te dire, voilà, le regard sur soi est plus difficile. Voilà. Je pense qu'on était une génération qui ne se regardait pas tant que ça. Oui, plus D'accord. insouciante. Okay. Et puis moins je dirais, à se regarder, peu importe, sans être complètement narcissique. Hein, c'est pas c'est juste ce rapport au corps, ce rapport à l'image, ce rapport est super fort avec les réseaux sociaux, avec les comparaisons permanentes. Et je trouve que donc il y a encore plus de sujets à la honte, quoi. Tu vois, je sais pas comment dire autrement. Ou la culpabilité aussi. Nous, on était plutôt une génération qui venait des sacrifices et de la culpabilité. Et là, je trouve qu'ils sont plutôt une génération du jugement et de la honte. Tu vois, je sais pas comment dire autrement. Oui, c'est très juste, parce que c'est une société dans laquelle le regard de l'autre est presque plus important que le regard qu'on porte sur soi. Et c'est lié au syndrome de perfection et à la performance, en fait. La perfection, la personne qui cherche à être parfaite, elle est dans le regard de l'autre, elle n'est pas dans son regard à elle. Quand on est dans son regard à soi, qui n'est pas un regard égotique et narcissique, quand on est dans son regard à soi, on peut exercer du courage, du développement de soi, de la discipline, de l'envie en fait de se développer soi-même. Alors c'est tout le paradoxe, je pense, aujourd'hui du développement personnel. Il y a un grand malentendu sur le développement personnel. Parce que voilà, une bonne idée théorique magnifique. Enfin, les bouquins sont tous là d'ailleurs. Hein, et sur le plan théorique, c'est génial. Sauf que ça rend les gens extrêmement malheureux. Et je le vois tous les jours en cabinet. Et plus on en lit, plus ça rend malheureux. Parce que ça montre tout ce qu'on est incapable de faire. Et alors, il y a une phrase de Freud, et je fais le lien du coup avec ton autre point, le premier point, sur le réel. Freud dit « le réel nous guérit ». J'adore cette phrase. Je m'en sers tout le temps en cabinet. Parce que quelquefois, justement, il faut qu'on se plonge dans un bain de notre réel, de notre réalité. C'est-à-dire le réel, c'est notre corps, c'est nos sensations, c'est nos émotions, c'est ce que la vie nous fait, c'est notre environnement qui est réel, là où on vit, les gens qu'on voit, notre quotidien, tout ça, c'est du réel, ce qu'on mange, l'activité qu'on a. Voilà, on pourrait plonger notre quotidien, notre journée, notre environnement, nos personnes dans le réel. Et tout d'un coup, regardez cette image-là, et pas pour se dire elle est belle ou pas. Et voilà le piège, elle est parfaite ou pas. Parce que le développement personnel, qui était la bonne idée évidemment de se développer personnellement, je ne vais pas dire le contraire, c'est formidable, mais c'est devenu une injonction de réussite et de performance. Et c'est le biais. Il y a eu un biais qui a été pris à un moment donné. On faisait tout ça pour être parfait finalement. Et là, on a commencé à être très malheureux. Et on est devenu très malheureux. Et les jeunes générations sont très malheureuses, donc certaines décrochent. Partent ailleurs, sur des routes, vont marcher, vont vivre en communauté, s'investissent dans l'écologie. Très bien, ils se cherchent et c'est super et qu'ils fassent leur trajet. Ceux qui restent dans le système, je les vois beaucoup plus souffrir, les trentenaires qui sont vraiment dans l'intégration du système, eux souffrent fort parce que le système les enferme très vite dans cette perfection qui devient intenable. Qui est intenable en fait. Elle est intenable parce qu'elle nous fragilise en fait. Optimiser fragilise. Mais c'est facile, on n'a qu'à le voir aujourd'hui, alors sans faire des grands débats, mais la performance et l'optimisation pour fragiliser la planète, on fragiliser nos écosystèmes. Le vivant, c'est pas un système qui cherche à optimiser en permanence. Le corps humain, je vais faire juste une petite incidence physique et technique, il a une température de 37 degrés. Quand il monte en température à 40, c'est que là, il optimise tout le système pour se battre. Donc, il rentre en guerre et là, il optimise. Mais à 37, il n'a pas besoin d'optimiser, il fonctionne très bien sans être à fond. Donc, en fait, c'est comme si nos sociétés, notre humanité roulait tout le temps à 200 à l'heure, à 40 degrés, en fait. Comme si nos corps étaient tout le temps en température à 40. Et donc, à force de vouloir performer, optimiser, on en surchauffe, en fait. Et tout est en surchauffe. Et les humains sont en surchauffe, mais la planète est en surchauffe. Tout surchauffe aujourd'hui. Donc, oui, là, il y a un côté où
enfin, oui, on a ce sentiment d'aller dans le mur. Pourquoi? Parce que on passe à côté de quelque chose de magnifique qui est notre vulnérabilité, en fait. Il y a que ça qui compte. Franchement, on rencontre des gens, enfin, on se voit tous les deux. De quoi on a envie de parler? De ce qui nous est difficile, de ce qui est compliqué, des traversées douloureuses, le reste, on s'en fout. Enfin, finalement, ce qu'on a réussi dans nos vies, c'est pas là-dessus qu'on devient amis. On ne devient pas amis en nous se parlant mutuellement de ce qu'on a super bien fait. On devient amis en se parlant de nos déboires, de nos difficultés et dans l'entraide. On peut aussi avoir des passions communes. Oui, absolument. Oui, c'est chouette ça, c'est vrai. Oui. Tu vois, on peut aussi avoir des choses qui nous exaltent par la beauté, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Moi, je suis un fanat, comme tu sais, de la nature et donc être face à la nature et d'amener les gens à découvrir la nature. Je vois à quel point ça crée aussi des moments forts et il n'y a pas de comparaison avec autre chose. Si on t'es juste dedans, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est comme accueillir un enfant. T'es pas en train de te dire, quand j'en avais pas. Non, tu t'accueilles l'enfant, quoi. Il n'y a pas de comparaison. T'es dans. Mais la nature, ce qu'elle a de encore plus fort, j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'elle nous invite au sacré. Bien sûr. Parce qu'elle nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Et à chaque fois que c'est plus grand que nous, c'est sacré. C'est-à-dire, elle nous invite à la spiritualité, au sens sacré, au vivant avec un grand V, et à quelque chose qui nous dépasse. Et ça nous fait tellement de bien. Tellement de bien. Oui. Nous relier à la vie. Ouais, à ce qui est vivant en nous. Et donc, à ce qui est fragile, et donc à ce qui est précieux. Parce que je crois fondamentalement, et la planète nous le montre, que ce qui est fragile est précieux. D'ailleurs, on dit toujours attention, voilà, on fait attention à ce qui est fragile. Hein, un enfant, une personne âgée, une fleur, à des choses magnifiques. Et c'est très, très beau. Donc, en fait, la fragilité, elle est très belle. La beauté du monde, elle est dans la fragilité. Elle n'est pas dans quelque chose de fort et de puissant. Même si, bien entendu, on a besoin de ce fort et de ce puissant parce qu'il nous rassure, il nous sécurise. Donc c'est une alliance en fait, c'est peut-être qu'on a tellement clivé les choses en cherchant des réponses à tout prix et peut-être qu'on a besoin de retrouver un petit peu de tendresse pour la complexité, pour tout ce qu'on ne comprend pas, pour tout ce qui nous reste mystérieux, pour tout ce qui nous dépasse. Peut-être qu'à ces endroits-là, on se sent mieux dans nos vies. Ce qui fait écho là dans ce que tu dis, pour moi, j'entends beaucoup de choses qui ont à voir avec ce qui nous amène dans ces impasses. Hein, c'est notre peur, nos peurs, qui fait que nous, l'humain, on veut contrôler, donc on veut en savoir davantage. Et donc, c'est pas de la curiosité, c'est de la curiosité maladive. Je sais pas comment dire autrement, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut absolument essayer de tout régler, comme si il y avait une fin en soi, je ne sais pas comment dire. Oui, mais pour être parfait, justement. Je crois qu'on rejoint la perfection et la honte. C'est-à-dire qu'on veut tout régler, on veut y arriver. Et quand on a peur, la peur, c'est qu'on n'ose pas. Et la peur, c'est qu'en fait, on se dit que soit on n'est pas à la hauteur, soit on a honte, on se sent limité, on a peur du regard de l'autre, on a peur du regard sur soi, de celui qu'on va avoir sur soi en disant non, quand même, là, t'es ridicule, ou là, tu vas pas y arriver. Et donc, on va s'interdire beaucoup de grandes choses par peur, en fait. Et la peur, elle nous limite énormément. Et elle nous contraint beaucoup. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans les médias, avec ce monde en feu, ce monde en crise, ce monde dans la barbarie, on active aussi beaucoup la peur et on a tendance à vouloir se terrer. J'ai énormément de patients qui me disent ne plus regarder les informations, ne plus même les écouter par sauvegarde de leur propre psychisme et ça peut se comprendre en fait, parce que sinon ils ont trop peur. Alors moi je ne regarde plus ces informations, mais pas pour la même raison. Parce que j'ai l'impression de ressentir de la négativité permanente. Tu vois, c'est pas, j'ai pas peur. Enfin, ça sûrement qu'à terme, ça développerait de la peur en moi, sûrement. Mais j'ai surtout la sensation tu vois, c'est un peu comme si, à force de parler de la noirceur humaine, tu la voyais partout. Tu finis par regarder ça. Et j'ai, moi, en tout cas, qui suis un optimiste dans la vie. Je pense est un hyper conscient qui développe de l'insouciance, tu vois, pour bien vivre. J'ai pas envie d'être confronté à ça en permanence.
je pense que la vie te confronte déjà beaucoup. Tu vois, quand on parle de la zone de confort, on est souvent la vie se débrouille très bien pour te mettre hors de ta zone de confort. Oui. Très souvent, Oui. d'accord. Je crois d'ailleurs qu'on ne dit pas assez aux jeunes et aux personnes que la vie est difficile. Et je le dis souvent, mais on nous fait croire que la vie peut être facile. Je crois absolument pas. Je crois que vivre est extrêmement difficile, extrêmement exigeant, nous demande beaucoup, et beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Ça nous mobilise, une vie humaine. Et si on croit à l'incarnation, qui plus est de se dire, je suis peut-être venu éprouver, faire quelque chose, avoir une mission, développer, qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? Et donc, dès qu'on commence à entrer dans ces espaces-là, c'est quand même une véritable exigence, une vie d'homme. Oui, bien sûr. C'est oser être la goutte d'eau dans l'océan pour que l'océan soit aussi beau qu'il pourrait l'être. Oui, c'est ça, c'est avoir ce sentiment de l'individu et de la multitude. Et peut-être qu'à trop axer tout sur l'individu, on a oublié la multitude et ça l'a rendu malheureux parce qu'il se croit tout seul. En fait, ça aussi, c'est un des drames de nos sociétés actuelles qui est la solitude. Et on sait que dans la solitude, l'être humain devient fou et malheureux. Il ne trouve plus les réponses. Ça, c'est vraiment un des messages extrêmement importants. Il se trouve, là j'y pense, parce que je réponds chaque semaine au courrier des lecteurs dans le magazine Version Fémina, qui accompagne la presse quotidienne régionale et le journal du dimanche tous les week-ends. Et ça me donne un peu une fenêtre sur le monde et je vois beaucoup de questions de personnes isolées. Vraiment, je lis des courriers, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les réponses, qui ne trouvent pas autour d'eux les réponses, qui ne savent même pas où les chercher et qui sont très isolées et donc qui écrivent au journal et qui m'écrivent pour avoir des réponses. Et c'est vrai que ce qui compte là, dans ces cas-là, pour moi, quand je réponds à ces courriers, c'est de me dire, oui, je réponds à cette personne, et je réponds à la multitude de toutes ces personnes comme celle-là, qui cherchent cette réponse-là, et qui ont besoin qu'on leur dise, oui, il y en a des réponses, mais surtout, ma principale, c'est, mais ne restez pas isolés. Ne restez pas tout seul avec ces questions-là. C'est impossible. Vous pouvez pas vivre. Ces situations sont trop douloureuses, trop difficiles, des situations familiales, des brouilles avec des enfants, avec des parents, avec des grands-parents, avec des voisins. C'est souvent des brouilles. C'est souvent des grands malentendus dans les brouilles. C'est souvent des problèmes d'ego. C'est souvent... Et là, vraiment, de faire appel au cœur et à la vulnérabilité, d'aller s'ouvrir à l'autre et de prendre ce risque et d'oser, justement, de ne pas avoir peur d'eux. Et tout ça est tout embrouillé. Et là, les médias ne jouent pas leur rôle. Et voilà. Et l'émission que je tenais a été supprimée et c'est bien malheureux parce que, en tout cas, dans la forme dans laquelle je la faisais, et ça m'a rendue triste pour ça, parce que je me disais, mais ça, pas moi personnellement, d'autres filles peuvent tout à fait la faire, mais c'est que ça aidait en fait les personnes à y voir un peu plus clair. Et cette clarté-là, on est quelques-uns et c'est pas du tout une puissance, c'est sans doute la mission qu'on s'est donnée, toi comme moi, d'essayer d'apporter un petit peu de lumière dans toutes ces zones d'ombre. Ça veut pas dire que nous, on est tout le temps dans la lumière, non. Mais nous, ça veut dire qu'on a décidé de se coltiner nos ombres, ce qui est quand même pas toujours... Et je trouve que c'est assez aussi extraordinaire que d'accepter de... Alors, on peut jouer avec les mots, tu vois, quand on est enfant, jouer avec les jeux d'ombre, les ombres chinoises. Les ombres chinoises, c'était un truc extraordinaire. Ouais, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup ça. Quand tu arrives à faire le chien, tu es tout content. Oui, enfin, tu commences à faire 2-3 animaux. Waouh! Ouais, c'est vrai. Il y a une troupe extraordinaire qui s'appelle Pilobolus qui faisait ça, là, qui faisait des spectacles avec des gens avec les corps qui dansaient et en fonction de l'éclairage, ça donnait des ombres chinoises, mais avec des corps, pas avec des doigts. C'était assez fantastique. J'entends aussi que peut-être l'antidote de cette peur, c'est oser. Et il y a un autre mot qui va bien avec, pour moi aussi, que je t'accolerai, celle d'être auteur. Et donc, c'est le mot s'autoriser. Oui, c'est très beau. Oui, bien sûr. Se donner des autorisations, se permettre, avoir la permission de... Parce qu'on a un monde, je pense, qui ne nous a pas éduqués, je ne sais pas comment dire autrement, à la permission. Oui. On nous a éduqués, au contraire,
À l'interdiction. À l'interdiction, c'est ça. Complètement. Et à obéir et à respecter les interdictions. Et pas aller vers les autorisations. Et s'autoriser, ce qui me vient tout de suite, et c'est intéressant finalement que ton podcast s'appelle Être traversé, mais c'est l'ouverture en fait. C'est s'autoriser, c'est se dire d'accord, allez, je vais prendre ce chemin et j'y vais. Et je me donne cette permission d'y aller. C'est aussi une énergie à se permettre. Un dialogue aussi. C'est oser dire, oser montrer, oser... Et peut-être oser aussi être différent, parce que finalement, c'est ça que questionne notre monde aujourd'hui. Et je le vois, par exemple, j'accompagne beaucoup de couples en thérapie. Et en fait, je me rends compte que l'écueil sur lequel souvent les couples finissent par se cogner, c'est de ne pas assez considérer en quoi ils sont différents et combien ils sont différents et que toute leur richesse vient de cette différence. En fait, ils veulent absolument être pareils et finissent par se disputer parce qu'ils ne sont pas pareils et que madame ou monsieur Van Bien, vous comprenez, elle ou il pense pas comme moi, il fait pas comme moi et ça c'est un problème dans notre couple. Et donc de les faire travailler sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont si différents et que c'est si merveilleux d'être différents et en quoi ça va alimenter finalement leur richesse et les permissions d'être, ça ouvre d'autres perspectives justement. Et donc cette notion de différence, pour revenir aussi aux jeunes où tu parlais finalement des écrans, c'est ça qui est plus permis aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit il y a des quêtes identitaires, des quêtes communautaires et ça met aussi notre société en flamme et notre monde un peu en furie et en débat. Parce que ça manque en fait chez les individus de sécurité intérieure qui va leur permettre de se verticaliser et de se rencontrer dans leurs différences. Donc ils se collent, mais c'est un peu comme si le monde était complètement adolescent aujourd'hui. Même les adultes deviennent adolescents dans cette quête. On appelle ça les adolescents. Les adolescents, ouais. J'entendais deux choses dans ce que tu disais à propos des couples. Moi, je vois ça aussi beaucoup dans l'entreprise. J'accompagne aussi pas mal d'associés, donc des gens qui passent presque autant de temps, voire plus de temps avec leur associé qu'avec leur couple. Des fois, ils sont en couple et associés, d'accord, ça rajoute. Et il y a cette difficulté de regarder ce qui nous rassemble, tu vois, donc pas là où nous sommes différents, mais là où nous sommes d'accord. Quand c'est en difficulté, des fois, je leur dis, en fait, regardez, si vous vous êtes choisi, si vous fonctionnez, c'est qu'il y a peut-être déjà 95% de trucs dans lesquels vous êtes d'accord. Et puis les 5% dans lesquels vous êtes différents, justement, c'est d'accepter cette différence. Mais je l'accepte d'autant mieux que j'ai plus besoin parce que l'erreur, c'est de se différencier pour se différencier. Se différencier pour se trouver, c'est pas la même chose. C'est trouver sa place, c'est être l'unique, l'unicité. Bien sûr qu'on est chacun d'entre nous unique. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que l'humanité est l'humanité? Il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Je peux même regarder tu vois, moi je m'intéresse beaucoup aux autres espèces. Donc, tout ce qui nous unit avec les autres espèces sur la planète, c'est énorme. C'est juste énorme. Mais on regarde tout ce qui nous différencie pour dire qu'ils sont cons, qu'ils sont moins bien. Enfin, tu vois, le processus de l'intolérance, quoi. C'est très beau. Oui, c'est très beau d'aller regarder ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on est et tous ces endroits où on est finalement pareil. Parce que ce qui est très intéressant dans la différence, c'est que c'est là où ça touche à l'universalité en fait. C'est que quand on commence à entrer dans cette histoire de différence, on se rend compte que ça n'en est pas vraiment parce qu'en fait comme on l'est tous et que dans ces différences il y a là comme des grandes familles, en fait il y a quelque chose d'universel chez les êtres humains mais dans le vivant de façon générale. Et dès qu'on touche à ces endroits-là, c'est ce qui fait la beauté de l'art. C'est là où l'art nous aide toujours, la littérature, les romans, mais la peinture, la musique. Là, on touche à l'univers, à l'universalité, à quelque chose qui nous réunit et nous rassemble. C'est merveilleux, une salle de concert, le silence d'une salle de concert avec toutes ces personnes qui écoutent et ça confine au sacré, quelle que soit la musique. On est dans une prière ensemble et là on fait communauté et là on est tous ensemble. Là on est rassemblés, donc une passion commune, donc quelque chose qu'on aime tous ensemble et dans lequel chacun individuellement se retrouve. Et ça c'est magnifique et on en a extrêmement besoin d'ailleurs de ces rassemblements-là dans la beauté, dans l'art. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure en parlant d'âme. Pour moi, tu vois, c'est chacune de ces cellules à ce moment-là, dans ce moment sacré qui nous rassemble. J'ai l'impression que
que ça devient un peu comme si je reprenais un système à plus grande échelle. Maintenant, à l'échelle de la Terre, nous sommes chacune de ces cellules, tu vois, d'un ensemble composant la Terre qui inclut les terriens, mais qui inclut toutes les autres espèces, où chaque espèce a une fonction, tu vois, a une présence, tu vois, et, et nous perdons ce regard de ce tout, tu vois, qui nous dépasse. Et là, je fais comme si la Terre était un tout, alors qu'en fait, elle-même fait partie d'un ensemble qui est un système, d'accord, dans lequel nous faisons partie, qui nous dépasse très largement, qui sont toutes les planètes, et on sait bien à quel point les planètes nous influencent. Mais en même temps, on fait comme si on ramène ça à une sorte de petit quotidien Maru, tu vois, et on oublie aussi que c'est pour ça qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a ce mystère dont tu parles, parce que je ne sais pas si l'humanité aura assez de la durée de l'humanité pour comprendre, tu vois. Alors, ma vie, sûrement pas. Oui, en fait, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que quand on est trop... C'est une équation, finalement c'est un fil de funambule. Hein. Quand on est trop près, on va dire, dans son regard de soi-même, et là on rentre dans l'égotisme ou le narcissisme, on se perd. Là c'est une impasse en fait. Dès lors qu'on a un grand angle, dès lors qu'on a cette conscience très aiguë d'être cet individu dans l'univers où chacun a sa place, alors la paix devient possible, la tolérance devient possible, l'amour devient possible, beaucoup de belles choses deviennent possibles, parce qu'on est relié à plus grand que soi, et là on rentre dans un espace sacré et divin. Mais ça, c'est un travail d'apaiser aussi sa propre personne. Sa propre conscience. Oui, et donc d'apaiser à l'intérieur de soi, de créer cette sécurité, et là on va retrouver des enfants blessés, des personnes qui ont des vies terribles, et qui vont peut-être être embrigadés, comme on le voit aujourd'hui, dans du militantisme ou des tueries, parce qu'ils n'ont pas trouvé sur leur route ces interlocuteurs-là, et qu'ils ont été séquencés d'une certaine manière sur des violences, et eux-mêmes en ont subi. Donc on a, dans toute cette violence-là, une histoire de la souffrance humaine. Je crois que c'est ce qui me frappe le plus aujourd'hui dans toutes ces violences qu'on observe, et dans la barbarie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la guerre, hein, c'est la barbarie. Il n'y a plus de code, en fait, il n'y a plus de règles. Tout devient barbare, et la barbarie, c'est quand justement on n'a plus conscience. On est très très loin. La barbarie, c'est qu'on a régressé intensément, et psychiquement, en fait, on n'est plus du tout dans la conscience humaine. Et tout ce que l'être humain a pu entrevoir, comprendre, embrasser de toute cette intelligence, il le perd en fait dans la barbarie, en fait, parce qu'il est tellement centré sur quelque chose de tout petit à son échelle, à l'échelle d'une communauté, et dans le pouvoir, dans la manipulation. Et c'est peut-être ça le danger, c'est ces personnes à qui on donne trop de pouvoir. Méfions-nous. Parce que dans les sociétés de performance, il y a le pouvoir en fait qui est apparu. Et donc, il y a des dominants qui ont pris cet espace-là, en fait, et qui ont asservi des populations, des individus, des enfants, des jeunes un peu perdus. Et le fait que la culture régresse, que nos écrans soient partout, et que petit à petit, on sait bien, il y a des alertes sur la lecture, il y a des alertes sur nos cerveaux avec les écrans. Là, tous les deux, on est dans quelque chose qui nous fait penser, donc qui nous maintient en vie, qui anime nos passions respectives, qui nous rend vivants tous les deux. Mais combien de personnes sont déjà mortes en fait, et j'ai pris le métro pour venir, et j'étais dans mon livre, et tout à coup j'ai levé la tête, je me suis dit mais tout le monde est sur un écran en fait, je suis la seule à tenir un ouvrage dans la main. Il y a un truc qui se lit quoi. Et voilà, on a beaucoup de dangers qui nous guettent aujourd'hui dans notre humanité, dans notre essence même d'être humain. Et je pense que ça, c'est la voie ouverte à la barbarie, à la régression. Donc comment avancer, tu vois, comment avancer dans un monde dans lequel on va côtoyer cette barbarie? Comment avancer encore dans un monde dans lequel l'intolérable est là? D'habiter son être en conscience, et d'être engagé chacun dans sa voie à nos valeurs, à mettre en alliance nos comportements et nos valeurs, et pas avoir des valeurs et avoir des comportements différents de nos valeurs. Parce qu'on est souvent tous d'accord sur des valeurs,
C'est facile, hein. Mais nos comportements, c'est beaucoup plus difficile. Et on le voit en tant que parent, on le voit en tant que, je sais pas, personne, ami, enfin voilà. Donc on est très fort à raconter beaucoup de valeurs, à s'envoyer des petites phrases sur Internet, sur Facebook ou ailleurs. Mais de les incarner, de les mettre en pratique, c'est très exigeant. L'amour, c'est très exigeant. C'est plus exigeant que la violence ou la barbarie. S'aimer, c'est exigeant. Vraiment, c'est difficile. Ça nous demande des efforts parce que ça nous demande nous-mêmes tout le temps de trier nos pensées, nos pulsions, nos émotions, notre propre barbarie, notre propre violence. Bon, tout ça, c'est pas évident quand même. Alors, je dis pas qu'il faut gommer l'ombre, sûrement pas d'ailleurs, mais c'est plutôt faire avec. Et c'est bien le drame aussi de notre époque, c'est qu'on veut plus d'ombre. Moyennant quoi, elle ressort partout. Elle est partout dans la rue, elle est partout en politique, elle est partout dans cette barbarie aujourd'hui. C'est qu'on a voulu de la lumière, on a mis trop de lumière en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'obscurité et les petites loupiottes dans l'obscurité. Voilà, ça, je pense que aujourd'hui, que le monde s'assombrit, il faut qu'on allume nos petites loupiottes. Et nos petites loupiottes, c'est plutôt notre vulnérabilité, nos difficultés, ce qui nous rassemble, ce qui nous maintient en vie, et d'être et d'être engagé par rapport à soi-même dans cette mission qu'on s'est donnée sur cette terre, peu importe, parce qu'elles sont toutes valables, il n'y en a pas qui sont plus valables que d'autres, parce que chacun en fait tient une place c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans toute cette chaîne. Donc juste avoir cette conscience-là de dire voilà, j'ai ma place et je l'occupe pleinement parce que personne ne va me la donner. Donc ça aussi, cette notion de place, elle est importante. Et dire si je l'occupe, alors de quelle façon je l'occupe. Il y a une phrase du Talmud que j'aime beaucoup qui dit si je suis pas là pour moi, qui le sera? Et si je suis là, qui suis-je? Redis-le-moi. Si je ne suis pas là pour moi, qui le sera? Autrement dit, personne ne sera là pour soi si on n'est pas là pour soi. Et si je suis là, si je suis là pour moi, alors qui suis-je? Qui est cette personne qui est là pour moi? Qu'est-ce que je vais décider de cette personne qui doit être là pour moi? À quoi je vais m'engager vis-à-vis de moi-même? Et dans quoi je vais m'engager vis-à-vis de l'autre, du coup? Mais tout ça, voilà, c'est des mots. En soi, c'est extrêmement exigeant au quotidien. Quelquefois, c'est chaque jour, on se dit, voilà, est-ce que je réponds ou pas à cet engagement, à cette décision? C'est la conscience de ses actes et de ses pensées. C'est Marc Aurèle qui disait que la vie se confond nos pensées. Et je crois qu'être attentif à ce qu'on pense et quelquefois remettre en question ce qu'on pense ou s'interroger sur comment on pense ou la façon dont on pense me semble une discipline très saine. Oui, à l'heure où on parle beaucoup des biais cognitifs, c'est quand même intéressant de se rappeler qu'en fait, on est en permanence dans ces biais. Et après, parfois, ils nous aident, parfois, ils nous limitent, ou parfois, tout simplement, ils nous mettent dans nos impasses ou dans nos fausses routes. Et pour moi, c'est une sorte de nettoyage, je ne sais pas comment dire autrement, tu vois, une hygiène, que d'oser, comme il y a une hygiène relationnelle, d'oser renettoyer nos relations, repartir dans de nouvelles relations, plutôt que de se balorder les trucs qu'on se balorde depuis des années qui fonctionnent pas bien. Et à chaque fois que tu m'écoutes, tu fais « Ah oui, bien sûr, mais en fait, tu reprends le truc que je t'ai déjà envoyé il y a 10 ans. » Voilà, et vice-versa. Hein. Et donc, pour moi, c'est de l'hygiène relationnelle. Bah là, pour moi, il y a de l'hygiène au niveau de ma pensée, quoi. Tu vois, on parle toujours de nos systèmes, en France, de nos systèmes fiscaux, là, nos lois qui s'empilent les unes sur les autres, bah, nos pensées aussi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est bien de mettre de temps en temps nos croyances dans certains cimetières, tu vois. Ouais. On l'a fait avec le Père Noël, enfin, j'imagine qu'il y a peu de gens à l'antenne là, qui croient encore au Père Noël. Et voilà, ça a peut-être été douloureux pour certains. Mais à un moment donné, on a accepté et je pense de changer nos lunettes, de changer le monde, d'accepter que c'était pas exactement comme ça. Et puis, donc, une sorte de courbe du deuil à faire sur le sujet. Oui, c'est vrai. On a cru ça pendant longtemps, puis on s'est rendu compte que, et ça, c'est une forme d'intelligence, de réaliser que, bah oui, c'était pas ça, ou qu'on a fait une erreur là-dessus. Même en tant que parent, je trouve, vis-à-vis des enfants, de pouvoir être dans ce dialogue-là. Souvent, c'est ce que je réponds aussi dans ces courriers, et finalement dans ces conflits de famille, où c'est important que, en tant qu'adulte, quand nos enfants nous questionnent, dire oui, c'est vrai, à l'époque,
voilà, j'étais cette personne-là, ou j'imaginais ça, ou oui, je travaillais beaucoup, j'ai pas été à l'écoute, j'ai pas été au rendez-vous, là, de tes besoins, de ton besoin à ce moment-là. Et de recréer un lien dans la vie adulte avec nos enfants. Ça, c'est soigner les liens entre générations. Et ça aussi, je disais tout à l'heure, l'amour, c'est exigeant. Je trouve que ça aussi, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de réticence à aborder ça en famille, à être sur ces sujets-là. Alors, on a encore quelques minutes. S'il y avait une expérience ou un message que tu avais envie de passer, là, ça serait quoi? Peut-être de faire la paix avec nos vulnérabilités, peut-être de faire la paix avec avec notre honte, avec nos difficultés dans l'existence, d'entrer dans une paix avec nous-mêmes. J'observe beaucoup de tyrannie à l'intérieur des individus, beaucoup de censeurs, beaucoup d'éléments difficiles pour chacun, et déjà de s'octroyer un peu plus de tolérance vis-à-vis de soi, de s'accueillir en ami à l'intérieur de soi, d'accueillir aussi l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été, de refaire ce trajet qui est un trajet thérapeutique, mais voilà, il y a plein de personnes à l'intérieur de nous, et d'être à l'écoute de toutes ces voix. Elles ne sont pas toutes raison, mais au moins qu'elles s'entendent, c'est-à-dire d'accepter que ça dialogue à l'intérieur. Je crois que voilà, c'est ça qui est important, d'accepter ce dialogue, et d'accepter aussi que certaines voix ne soient pas d'accord avec d'autres, mais qu'on puisse accepter cette confrontation-là dans ce dialogue. Parce que souvent, il y en a une qui parle plus fort que l'autre et qui éteint les autres voix et qui dit « non, c'est moi qui ai raison, tais-toi ». Et là, on va obéir justement à cette voix-là. Et cette voix-là, elle nous tyrannise. Donc, de pouvoir dire « oui, mais non, mais moi, quand tu me parles comme ça ne me va pas. Et ok, j'entends ». Et d'essayer, voilà, de créer un espace de médiation à l'intérieur de soi. C'est pas d'essayer d'être parfait, ni je me méfie beaucoup en ce moment, bienveillance, même la gratitude, enfin tous les mots banalisés malheureusement de l'aspect très positif de l'existence, mais à pousser le curseur vers ces mots-là trop fort, on en oublie nos zones d'ombre et on devient tyrannique dans le positif. Et du coup, je pense que ça crée beaucoup de violence envers soi-même aussi, et du coup, bien sûr, envers les autres, et beaucoup d'intolérance, et ça nous coupe. Au contraire, d'accepter nos zones d'ombre, d'accepter ce qui nous est difficile, d'accepter aussi ce qu'on déteste en soi, et là où vraiment on se trouve nul et moche, et ben ça va permettre d'être beaucoup plus tolérants les uns avec les autres. Et je pense que là, on a une petite voie à tracer, donc su à la perfection, et su à la performance aussi. Et bienvenue à nos vulnérabilités et à un dialogue intérieur un peu plus fécond. Sur ces mots, je suis très heureux d'avoir participé à cette émission avec toi, même si effectivement c'est moi qui la guide, mais je me suis laissé guider tout le long. Et donc, chers auditeurs, on se retrouve bientôt sur le débriefing. J'étais très heureux de partager ce temps avec Sophie. Sophie, merci. Merci Hervé, merci pour ce moment. Merci de m'avoir écouté et d'avoir permis cet échange profond. Et je souhaite qu'il puisse créer une petite lumière pour ceux qui nous écouteront. J'en ai aucun doute. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.